Alors, c'est parti. Aujourd'hui, le chapitre 5 s'appelle Dynamique relativiste. Et alors pour commencer, je voudrais faire une mise au point, vous dire explicitement quelque chose qui n'est peut-être pas très clair, mais voilà, je vais le faire. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié une nouvelle façon de faire de la mécanique, une nouvelle théorie ici de la mécanique, qui s'appuie de manière assez forte sur des propriétés qu'ont certains objets, les quadrivecteurs, quand on passe d'un référentiel à un autre. En gros, on a défini et utilisé des objets mathématiques, les quadrivecteurs, qui, quand on passe d'un référentiel, un certain type de référentiel bien déterminé, que c'était le référentiel inertiel, à un autre, ben on sait exactement comment ça se transforme. Et je vous avais dit, hein, ça c'est parce qu'on va vouloir à un moment écrire les lois de la physique sous la forme d'égalité entre des quadrivecteurs. Quand on a une égalité entre des quadrivecteurs, si cette égalité est vraie dans un référentiel inertiel, elle l'est nécessairement dans tous. Parce que quand on fait un changement de référentiel, les deux objets de deux côtés du signe égal se transforment de la même manière. Donc s'ils étaient égaux avant, ils se transforment de la même manière, mais ils restent égaux après. Donc j'ai vraiment beaucoup insisté tout le temps sur le fait qu'on étudiait des référentiels qui étaient en translation rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres. C'est ça, quand on dit faire un changement de référentiel en relativité restreinte, c'est ça. Ça ne veut pas dire du tout qu'on ne peut pas étudier des corps accélérés. Je veux dire, sans la double négation, on peut étudier des corps accélérés sans aucun problème en relativité. Et heureusement, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Ce qui est intéressant en mécanique, c'est de savoir comment est-ce que justement on peut changer l'état de mouvement d'un corps. Je lance un machin, il va descendre par terre, parce qu'il est justement soumis à une force, son mouvement n'est pas rectiligne uniforme, donc il est accéléré. Donc c'est l'étude des mouvements accélérés qui est intéressant en mécanique. Mais ce que je vous ai dit depuis le début, et je vais le répéter encore une fois, c'est qu'on peut, en relativité restreinte, pour étudier le mouvement d'un corps, il faut se placer dans un référentiel inertiel. Donc, par exemple, je suis dans le référentiel de la pièce, là imaginons qu'il soit inertiel, je fais une expérience toute bête, je laisse tomber la craie, paf, j'étudie le mouvement de cette craie, c'est un mouvement accéléré, ça part de vitesse nulle, puis la vitesse augmente, donc le mouvement est accéléré. Ce que je peux faire, c'est étudier éventuellement ce mouvement de chute dans un référentiel en translation rectiligne uniforme par là-bas, donc je marche dans cette direction-là, quelqu'un fait l'expérience, et je regarde la craie tomber, et depuis mon référentiel en mouvement, je fais de la relativité restreinte. Ce que je ne peux pas faire, par contre, c'est me placer dans le référentiel de la craie. Ça, c'est un référentiel qui est accéléré. Je ne peux pas passer du référentiel inertiel au référentiel accéléré, celui de la craie. C'est ça que ça veut dire qu'on se restreint à des référentiels inertiels en relativité restreinte. Mais encore une fois, on peut étudier un corps accéléré du moment qu'on le fait depuis un système inertiel. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement cette notion d'accélération, voir, depuis les référentiels inertiels, comment est-ce qu'on décrit l'accélération des corps. Et c'est ça qu'on appelle la dynamique. Le mot dynamique, ça veut vraiment dire l'étude des forces. Contrairement, disons qu'en opposition à la cinématique, qui est l'étude des notions de vitesse, d'accélération, du repérage du mouvement. Si je vous dis, si vous regardez un film avec quelqu'un filme la craie en train de tomber, par exemple, et vous regardez ce film, vous êtes capable à tout instant de dire où se trouvait la craie, à chaque temps t, quelle était la position de la craie. Vous pouvez en déduire la vitesse de la craie à tout instant. Vous pouvez en déduire l'accélération, sans jamais, à un seul moment, vous êtes posé la question de pourquoi la craie est en train de tomber. Vous avez le film, vous avez tout ce qu'il faut dans le film pour connaître l'état de mouvement de la craie. C'est ça la cinématique. C'est ça qu'on a fait jusqu'à maintenant en relativité. On a décrit la position, la vitesse, etc., comment se transformer les vitesses. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux causes du mouvement et c'est ça la dynamique. Et en mécanique classique, est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment, quelle est la loi qui effectivement détermine la dynamique des objets? Qu'est-ce qui détermine la façon dont les corps se déplacent? Ouais, qui s'écrit comment du coup? Somme des forces c'est égal à l'impulsion du mouvement. Somme des forces est égale à l'impulsion P. Non, dp sur dt, pardon. dp sur dt, ok. D'accord, parce que quand la masse est une grandeur constante, vous avez plutôt écrit avec P, en écrivant P égale mv et en sortant le m, dv sur dt, où f est égal à ma, tout simplement.
Le F qui est ici, là, ça va désigner une force en particulier. S'il y en a plusieurs, c'est la somme des forces, mais je vais déjà m'intéresser au cas où il y a une force dans toute la suite. Donc voilà, en mécanique classique, vous voyez que l'accélération, lui là, c'est lui qui est donné par la cinématique. Ça, c'est déterminé par les forces qui agissent dessus. Donc la force détermine l'accélération des corps. Ça, c'est une loi qui nécessairement pose un problème en relativité. Elle va nécessairement pas être correcte, cette loi-là, en relativité. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez, vous, un défaut à cette loi? C'est une question très facile, mais vous pouvez lancer des idées si vous voulez. Déjà, on a vu que la masse a changé selon le référentiel. Alors, on a vu quelque chose de ce style-là. Je veux pas le dire comme ça trop fort que la masse va être différente, va changer d'un référentiel à l'autre, parce qu'il y a moyen de dire les choses en donnant vraiment un sens absolu à la masse. On appelle la masse au repos. Donc, c'est pas ça le truc qui va être le plus embêtant. C'est pas faux hein, ce que tu dis, mais je veux pas le présenter comme ça. Vas-y. Parce qu'on a vu que pour trouver le vecteur de la vitesse, on n'avait pas fait la dérivée par rapport à t, on avait fait la dérivée par rapport à tau, et peut-être il y a quelque chose aussi spécial pour elle. Alors effectivement, donc là tu fais référence au fait que j'avais dit plus tôt dans le cours que cette quantité-là, dr, où R c'est la position sur dt, si R est la composante vectorielle d'un quadrivecteur, ça n'est pas la composante vectorielle d'un quadrivecteur, une fois qu'on dérive par rapport au temps. Et ce qu'on avait considéré comme quadrivitesse, c'était effectivement quelque chose que j'avais appelé U, et j'avais dérivé par rapport à tau ici. Donc, je vais rappeler ça dans 2 minutes pourquoi j'avais écrit ça, mais effectivement, ce que tu es en train de dire ici, c'est que ça, ce n'est pas un quadrivecteur. Ça, c'en est pas un non plus, du coup, puisque ça, c'est égal à ça. Et écrire une loi sous une forme qui ne fait pas intervenir des quadrivecteurs, c'est embêtant du point de vue de la relativité, parce que si j'écris ça dans un référentiel donné, rien ne me dit que quand je passe dans un autre référentiel, ça va effectivement rester vrai. Et nous, on va chercher une loi qui est valable dans tous les référentiels. Il y a un autre problème, beaucoup plus immédiat. C'est pas celui-ci dont je voulais vous faire dire, mais c'est une bonne remarque. Le problème qu'on voit assez rapidement, c'est imaginer qu'on a un corps qui est soumis à une force constante. Hein, j'appuie dessus de la même façon tout le temps. Par exemple, j'ai une charge électrique et j'allais dans un champ électrique constant. Ben, vous voyez que P, ici, la quantité de mouvement augmente de manière, autant qu'on veut en fait. Hein, ou ici, du coup, la vitesse V augmente autant qu'on veut. Et on a V au cours du temps qui est égal à F sur M, si ça part avec une vitesse nulle, fois le temps T. Et quel est le problème avec ça? Pourquoi je dis que ça me pose problème? Oui, effectivement, il n'y a absolument rien qui empêche que ça devienne arbitrairement grand, en particulier plus grand que la vitesse de la lumière. Donc là, la vitesse augmente linéairement avec cette équation-là, si je prends une force constante, et donc le corps, on va réussir à le faire dépasser la vitesse de la lumière, et on a vu ça, du point de vue cinématique, que ça posait un problème. On ne sait pas décrire un corps qui va à la vitesse de la lumière, s'il y a une masse, et on ne sait surtout pas amener un corps au-dessus de la vitesse de la lumière. Donc rien que pour ça, cette équation, on sait qu'elle ne va pas être Donc le premier objectif du cours, ça va être de remplacer ça par une équation plus satisfaisante. Ça, c'est pas ce qui va nous prendre le plus de temps. Et j'ai appelé ça 2, relation fondamentale de la dynamique relativiste. Alors, l'idée, le but, ça va être de remplacer ça, F est égal à dp sur dt, par quelque chose qui ressemble à ça, mais qui fait intervenir des quadrivecteurs des deux côtés de l'équation. Quand je transforme, je vais m'intéresser à ce terme-là. Quand je transforme ça, quand je passe dans un référentiel R', si je suis au départ dans un référentiel R et que je passe dans un référentiel R', le dt qui est ici va être modifié d'une manière un peu compliquée. Hein, la façon dont le temps s'écoule dans les différents référentiels dépend du référentiel dans lequel on est. Et la composante, si P ici c'est la composante spatiale du quadrivecteur quantité de mouvement, bah, lui il va se transformer d'une manière qui va bien, c'est-à-dire il va se transformer comme effectivement la composante.
spatiale d'un quadrivecteur. Mais tout ça, là, quand on fait un changement de coordonnées ou un changement de référentiel, quand on passe dans un référentiel en mouvement, ça va se transformer d'une manière compliquée, et surtout, ça ne va pas se transformer suivant la transformation de Lorentz. Voilà, c'est ça le truc, ça ne se transforme pas suivant la transformation de Lorentz. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher quelque chose qui ressemble à ça, mais qui se transforme sous la transformation de Lorentz. Et ça, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait avec la vitesse et la quadrivitesse, là, quand j'avais étudié donc quand j'avais introduit la quadrivitesse pour pallier au fait que la vitesse elle-même n'était pas un quadrivecteur. On va remplacer cette quantité-là par, au numérateur, ici à la place du vecteur tridimensionnel, je vais mettre le quadrivecteur P, que je vais souligner. J'ai écrit encore une fois ici le quadrivecteur avec les quantités soulignées. Et le dt qui est ici, je vais le remplacer par quelque chose qui ne dépend pas du référentiel dans lequel on est. Et c'est ce qu'on appelle le temps propre des taux. Je vais vous rappeler ce que c'est cette quantité tout de suite, mais je vais le faire même ici. Je vous rappelle que ce qu'on appelle des taux, c'est une quantité qui est définie de cette manière-là. Vous rappelez que la quantité qui est ici ne dépend pas du référentiel dans lequel on se place. Quand on change de référentiel, ça change le t en t', ça fait une transformation de Lorentz qui agit sur tout ça. Les t sont modifiés, les x, les y, les z aussi, mais la quantité qui est ici, elle est invariante. En fait, ça, c'est ni plus ni moins qu'au facteur c carré près, la norme du quadrivecteur position. Donc cette quantité-là ne dépend pas du référentiel dans lequel on est. C'est ce qu'on appelle, ce que j'avais noté, dt2. Au passage, d taux, c'est ce qu'on appelle le temps propre. Pourquoi on appelle ça le temps propre? On voit qu'effectivement, si on est dans un référentiel dans lequel le système qu'on étudie ne se déplace pas, c'est-à-dire il n'a pas de dx, il ne change pas de x, il ne change pas de y, il ne change pas de z, tout ça, ça sera nul pour lui. Si tout ça c'est nul, ça veut dire que dt2 égale à dt2 est égal à dt2. Et donc la quantité qui est ici, c'est bien l'intervalle de temps qui s'est écoulé. Donc le dt qui est ici, c'est le temps qui s'est écoulé dans un référentiel qui est lié au système auquel on s'intéresse. C'est ça que dans le cours de Pascal là-bas, quelqu'un demandait ce que c'était que ds2, c'est ça le ds2, cette quantité-là, elle est notée ds2 en relativité générale, assez souvent. Comme cette parenthèse. Donc ça c'est un invariant, je l'écris explicitement aussi, c'est un invariant relativiste. Donc ça ne dépend pas du référentiel dans lequel on se place. Donc ça veut dire que quand j'écris cette quantité-là dans un référentiel R, puis je l'écris dans un référentiel R', le dénominateur ici ne va pas changer. Le numérateur, il se transforme comme un quadrivecteur, puisque P est un quadrivecteur. Donc toute cette quantité-là, je divise un quadrivecteur par un truc constant, c'est nouveau un quadrivecteur. Donc ça, c'est effectivement, ça c'est un quadrivecteur. Ça a les propriétés d'un quadrivecteur, ça se transforme de la même manière que par exemple la quadriquantité de mouvement, le quadrivecteur position, etc. Bon, donc le terme de droite, c'est quelque chose qui a cette forme-là, et ça on va écrire que c'est égal à quelque chose qui va être aussi un quadrivecteur. Pour l'instant je vais juste lui donner un nom, je vais appeler ça le quadrivecteur force, un F avec un trait en bas, donc c'est un objet à 4 composantes. Je vais en dire plus loin dans la suite. Voilà. Donc nécessairement, la relation fondamentale de la dynamique doit avoir cette forme-là, ça doit être un quadrivecteur force qui est égal à la dérivée par rapport au temps propre de la quadriquantité de mouvement. Et c'est les conséquences de ça qu'on va étudier là, dans ce cours aujourd'hui. Alors je vais avoir besoin de quelques relations utiles dans la suite. Il y aura quelques manipulations, pas forcément compliquées, mais qui vont être simplifiées si je vous écris déjà quelques petits trucs. Ça par exemple, là, la relation entre dt et dτ, on l'a déjà écrit dans le cours, mais je vais refaire la démonstration un petit coup juste pour vous échauffer. Je vais mettre dt2 en facteur dans cette relation-là. Donc ça fait ici 1 moins C2. Et attention ici, ça va être chaud les marrons chauds. Si je mets dt2 en facteur ici, il n'y en a pas des dt2, donc il faut que je le mette en haut ou en bas. Ce qui reste, c'est dx2 sur dt2 plus dy2 sur dt2. Ça va être écrit de plus en plus petit, mais c'est de plus en plus systématique. Donc si vous avez compris ce qui se passe, ça va. Donc ici, quand je mets dt carré en facteur, il reste dx carré sur dt carré, dy carré sur dt carré, etc. Ici, attention, c'est bien des carrés là-dedans. Ça ne veut pas dire dérivée seconde. Ça, c'est dτ
au carré, ça c'est dt au carré, ça c'est dx au carré. Donc dans le carré qui est ici, là je vais même l'écrire un tout petit peu différemment. Le carré, je vais mettre une parenthèse ici pour indiquer que c'est bien tout ça au carré. Pour pas que vous croyiez que c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps. Voilà. Et du coup, si je l'écris comme ça, ce truc-là, j'ai envie de le noter comment? Laplacien, ça serait la dérivée par rapport à x, y, z d'une même grandeur. Non, ça par exemple, c'est un objet mathématique bien défini. Ouais, c'est Vx, c'est la quantité x de la vitesse. La coordonnée suivant x de la vitesse, ça c'est celle suivant y, ça c'est celle suivant z. Tout ça, c'est la norme de v au carré, hein, tout simplement. Donc la grande parenthèse qui est ici, c'est dt2, facteur de 1 moins... Du coup là, ça c'est bien homogène. 1 moins v2 sur c2. 1 moins v2 sur c2, c'est relié à un facteur qu'on a utilisé plein de fois. C'est à gamma, ouais, c'est relié comment à gamma? 1 sur gamma 2. C'est 1 sur gamma 2. Donc ça fait dt2 sur gamma 2. Et donc dτ est égal à dt sur gamma. Voilà, le temps propre est lié au temps qui s'est écoulé de cette manière-là. Ça, on l'a vu en long, en large, en travers. Hein. Ça, c'était simplement la dilatation relativiste des durées. S'il s'écoule un temps dt dans le référentiel R, dans le référentiel lié à l'objet en mouvement, il s'écoule que dt sur gamma. Si gamma vaut 2, le temps passe 2 fois moins vite dans le référentiel. Enfin, on voit le temps passer 2 fois moins vite dans le référentiel du gars en train de passer. Voilà, donc ça, la relation entre taux et dt, on va en avoir besoin plusieurs fois dans... Alors, première conséquence de ça, de la règle qui est ici, là, cette relation fondamentale de la dynamique. Je vais la réécrire un petit peu plus haut pour qu'on l'ait sous les yeux. Et je vais effacer tout le reste. Ça, je peux d'ailleurs le réécrire du coup en utilisant ce qui est là-bas. Ça, c'est gamma dp sur dt, puisque dτ c'est dt sur gamma, d'après ce que je viens de montrer. Et on peut aussi l'avoir comme une dérivée par rapport au temps, ici, si on veut, juste le gamma qui est 2. Vous vous rappelez, hein, quand on était passé de la vitesse à la vraie quadrivitesse, en fait, il y avait aussi un facteur gamma ici qui intervenait en plus. Le vecteur quadrivitesse, c'était gamma fois la vitesse sujet. Voilà, c'est le même phénomène qui apparaît. Première conséquence de ça, si on a un corps qui n'est soumis à aucune force, donc si aucune force, ça veut dire ici f est égal à 0, et ben on a du coup que gamma, on a que dp sur dτ est égal à 0, et donc ça veut dire que p est... Quel mot vous avez envie d'écrire ici? Constant. Oui, on voudra conserver. P est conservé. Question à 2 balles. Est-ce que P est invariant? Non. Qui dit non? Qui dit oui? Qui s'en fout? Une personne qui dit oui? Ok. Quelqu'un veut justifier le non du coup? Justifier le quoi? Le non, en tout cas, ceux qui ont dit non, quelqu'un veut justifier... pas le non, enfin le non NON. Bah, il suffit de se mettre dans un référentiel qui va un peu plus vite que l'objet qu'on regarde, et sa vitesse est dans l'autre sens. Rien que sa partie physique. Enfin, physique. Oui, d'accord, ça, effectivement. Sa partie spatiale, tu veux dire? Voilà, oui. ça. Donc ce que tu es en train de dire, c'est quand on passe d'un référentiel à un autre, ça change. Hein. Tout à fait, oui, ça change. Et ça change suivant la transformation de Lorentz. Hein. C'est précisément ça que ça veut dire, le fait que ça soit un quadrivium. Donc le mot ici, c'est conservé. Effectivement, P est conservé. Alors on a vu plusieurs applications de ça déjà, je ne vais pas y revenir ici. Hein. L'avant-dernier TD qu'on a fait ensemble était vraiment beaucoup axé sur ça, la conservation de P lors de désintégration, de choc. Et on verra ça un petit peu d'ailleurs au TD tout à l'heure, lors d'une annihilation, etc. Donc ça, c'est la première conséquence, qui est un peu triviale ici. C'était bien la peine d'introduire un vecteur force, un quadrivecteur force, si c'est pour dire qu'il est nul. C'est juste pour vous dire qu'effectivement, on retrouve, avec l'expression qui est ici, on retrouve le cas le cas des chocs qu'on a pu considérer avant dans ce cours.
Et je vais faire super attention à un truc dans mes notations, parce que je le réalise en voyant mon truc de relief ici, c'est que mes F soulignés peuvent ressembler à des E. Donc pas, je ne sais pas trop comment le... Je sais pas trop comment faire mieux. Bon bref, je vais essayer de faire attention, mais je vais essayer de vous dire quand c'est des E et des F soulignés. Mais ça, c'est des F soulignés là et là. Alors, entrons dans le vif du sujet. On va parler de lui maintenant. Le quadrivecteur force. Ça, on va l'écrire de toute façon. 3. Quadrivecteur force. Alors, je vais avoir besoin d'un peu de vocabulaire. Je vais appeler force tout court la quantité suivante, que je vais noter avec une flèche, dp sur dt, où ici c'est bien le temps qui intervient là, le p qui est ici c'est la composante spatiale du quadrivecteur quantité de mouvement, c'est la quantité de mouvement relativiste, c'est le gamma mv, on a déjà écrit ça pas mal de fois, et c'est ça que je vais appeler la force. C'est la quantité qui est facilement mesurable. Quand on est dans un référentiel R donné, eh ben on peut facilement calculer le temps qui s'est écoulé entre deux instants. On peut facilement mesurer la variation de cette quantité-là pendant ce temps dt. On peut faire le rapport des deux. Et c'est ça que, en mécanique classique, on va appeler la force. Et c'est ça l'intuition qu'on a de la force. La force, c'est quelque chose qui quand ça agit, ajoute de la quantité de mouvement au corps. Donc ça, je vais vraiment noter la force ici. Ça, ce n'est pas la composante spatiale du quadrivecteur f dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, je vais l'écrire tout de suite. Puisque le quadrivecteur f ici, donc f souligné, ses composantes, c'est gamma d sur dt de, je vais écrire ici, le quadrivecteur quantité de mouvement. Donc là, je vous rappelle que f, j'avais écrit là-haut, f souligné, c'est gamma fois d sur dt du quadrivecteur ici, quantité de mouvement. On va écrire sur votre feuille les composantes du quadrivecteur quantité de mouvement. Ça, on l'a fait au moins 5 ou 6 fois ensemble. Donc, la première question que je vous pose, il y aura un nounours à gagner. Donc ici, on l'a écrit sous plusieurs formes, gamma MC et ici gamma MV avec 3 composantes pour V, stock. On l'a aussi écrit comme E sur C ici, et puis E sur C fois un vecteur unitaire. Bon. Et ici, ça, je vais bien remettre que c'est P est égal à gamma MV. Voilà, c'est plus cette forme-là ici qui va m'intéresser, la forme avec, vraiment explicite avec les gammas. Donc quand je dérive ça par rapport au temps, j'obtiens que ça fait gamma. Je dérive ça par rapport au temps, ça fait MC fois d gamma sur dt. Et le terme qui est ici, c'est dp sur dt. Voilà, je l'écris simplement comme ça. Pourquoi je veux l'écrire comme ça? Parce que lui, là, c'est ce que j'ai appelé la force tout à l'heure. C'est que je veux faire apparaître le vecteur. Le vecteur force, je veux le faire apparaître dans le vecteur force pour vous montrer que ça fait gamma d gamma sur dt. Et lui, ça fait gamma fois f. Pour vous montrer effectivement que cette force-là que j'ai définie comme ça n'est pas la composante spatiale du quadrivecteur f, et un facteur gamma entre les. Pardon? Le gamma sur dt, c'est pas constant. Enfin, c'est pas nul. Alors non, le gamma qui est ici, alors je ne l'ai pas précisé, le gamma qui est ici, c'est le gamma de la particule. Hein. Et si la particule est en train de se déplacer, de faire une trajectoire compliquée, sa vitesse va changer au cours du temps. Donc son gamma va changer au cours du temps. D'accord, là on ne considère plus les vitesses constantes de l'habitude. Non, alors ici, j'ai pas fait de changement de référentiel d'un premier à un deuxième en translation rectiligne uniforme par rapport à lui. Là-dedans, dans la quadriquantité de mouvement, le gamma qui est ici, c'est vraiment le gamma associé à la vitesse de la particule, qui peut varier au cours du temps. Ce n'est pas le gamma d'un référentiel ici par rapport à un autre, c'est le gamma de la particule ici. Et la première fois que j'ai introduit, j'ai dû mettre un petit gamma P ici, à cet endroit-là, si vous vous souvenez bien. Il faut bien dire que c'était celui de la particule.
Et alors, donc, ce d gamma sur dt dont tu parles ici, là, qui t'a interpellé, on va en écrire une expression aussi qui va être utile pour la suite. Ouais, c'est ça. Non. Et là, c'est vous qui allez le faire. Le premier qui arrive, il gagne cette peluche, cette magnifique peluche que j'ai acquis avec mes propres sous pour la modique somme de 1 euro. L'idée, donc vous allez calculer ça et vous allez montrer, je ne connais pas par cœur, je suis un peu idiot le résultat, gamma 3 sur C2 fois A scalaire V, ou ce que j'ai appelé A ici, c'est dV sur dt, c'est la bête dérivée de la vitesse par rapport au temps. Il suffit, entre guillemets, d'écrire l'expression de gamma en fonction de la vitesse et de la dérivée par rapport au temps. Et il y a une peluche à gagner. Hein. Attention. L'exercice d'après, il y aura un voyage aux Seychelles. À condition d'avoir gagné la peluche avant. Ça marche? Tant que t'as gagné une peluche, ça se trouve. Attends, je me calme. Ouais, avec des vecteurs. Ok. Voilà, donc si tu rajoutes une flèche là, c'est une peluche. Est-ce que quelqu'un conteste et avait trouvé avant? Ouais, mais toi, t'auras pas de peluche. Tiens. Vous avez acheté pour les secondes. Du coup, c'est parti, on veut dériver. Et alors là, c'est plus simple si on écrit ça sous la forme, le gamma, on l'écrit sous la forme 1 moins V scalaire V sur C2 à la puissance moins 1 demi. Parce que là, du coup, ça, c'est vraiment facile à dériver, puisque la seule chose qui dépend du temps là-dedans, c'est V. Et on va utiliser le fait que la dérivée de V scalaire V, attention, c'est égal à, bah ici on a un double produit, hein, ça marche comme les nombres, hein, dérivée des produits vectoriels, pardon, la dérivée d'un produit scalaire, c'est le premier fois la dérivée du deuxième, plus la dérivée du premier fois le deuxième, donc ça fait bien 2V scalaire dV sur dt, et donc ça fait 2V scalaire A. Okay. Ça, vous avez déjà vu ça probablement à un moment en physique où on a dû vous dire, tiens, quand la norme de la vitesse est constante, quand on a un mouvement qui se fait à vitesse constante, en norme, ça c'est constant, et du coup ça veut dire que ça vaut 0. Donc ça vaut 0, donc tout ça vaut 0, donc l'accélération est perpendiculaire à la vitesse. Voilà. Ça marche dans l'autre sens, quand vous avez une accélération qui est perpendiculaire à la vitesse, par exemple une accélération qui serait centripète, un mouvement, vous avez un objet, vous le tenez au bout d'une corde et puis vous tournez à vitesse constante, ben vous avez A qui est perpendiculaire à V. Bon. Bref, donc la dérivée qui est ici, ça donne ça. Bah, dérivée d'une fonction composée, j'ai le tout à la puissance moins 1,5, donc ça fait moins 1,5, fois la dérivée de ce qui est ici, moins 1 sur c carré, et j'ai dit que la dérivée de ça, c'était ça. Donc ça fait 2V scalaire A, et fois le tout, la même parenthèse, à la puissance diminuée d'un facteur, diminuée de 1, d'une unité ici, donc ça fait la puissance moins 3 demi. 1 moins V, ça je vais l'écrire du coup, sur C2 à la puissance moins 3 demi. Voilà la dérivée du gamma ici par rapport au temps. Les moins simplifient, les deux aussi. Et il ne reste pas grand chose. Le facteur qui est ici, là, ça c'est gamma cube, tout ça, parce que gamma c'est le terme ici à la puissance moins 1,5. Ça c'est la même chose, à une puissance 3 fois plus élevée, donc ça c'est gamma 3. Et donc ça fait effectivement gamma 3 sur c carré V scalaire A, c'est-à-dire c'est bien l'équation qui est donnée ici. Donc voilà, quand on va avoir besoin à un moment donné, par exemple ici, de calculer la dérivée de gamma par rapport au temps, on pourra utiliser cette expression. Est-ce que vous avez des questions sur le calcul avant que je l'efface? En fait, la dérivée de V scalaire V, c'est simplement, c'est comme si ça faisait des carrés, et du coup ça fait 2V. Alors pas tout à fait, je vais l'expliciter, ça fait V. Quand on a un produit scalaire à dériver, c'est comme la dérivée d'un produit usuel, on en prend un constant, on dérive l'autre. Puis on ajoute, on dérive le premier, et on garde le deuxième constant.
C'est-à-dire j'aurais A scalaire B, ça aurait été A fois dB sur dt plus dA sur dt fois B. Et donc comme les produits scalaires ça commute, hein, ça c'est la même chose que les deux inversés, on a deux fois le même terme, c'est-à-dire deux fois celui-là. J'ai bien gardé les vecteurs tout le long dans la dérivation. Je renvoie d'où il sort le gamma 3. Donc le gamma 3 c'est lui. Ça, c'est ça au cube. Hein. Si je mets ça au cube, j'obtiens ça. Et ça c'est gamma. Gamma c'est 1 sur racine de 1 dans bêta du sud. D'autres questions? Donc ça on en aura besoin tout à l'heure de cette relation. Ça interviendra par exemple quand on voudra calculer le terme qui est ici. Et alors, on va voir une conséquence importante de l'écriture qui est ici ou même de là, et ça va s'appeler théorème de l'énergie cinétique. On va partir d'un constat, d'un rappel. La norme du quadrivecteur quantité de mouvement, ça a une valeur bien définie pour une particule de masse m. Est-ce que vous vous souvenez laquelle? Ouais, c'est M2C2 effectivement. C'est un invariant relativiste, ça. Hein. Quand on change le référentiel, ça garde la même valeur. Et effectivement, ça vaut M2C2. Le démontrer, ça serait très simple. Hein. Je ne vais pas le refaire ici, mais il suffirait. Ça, c'est le quadrivecteur quantité de mouvement ici, ici on l'a écrit tout à l'heure. Bah, pour calculer la norme au carré de cette quadri-quantité de mouvement, on pourrait faire ça au carré moins ça au carré. Et vous apercevrez vraiment très vite que, en fait, vous aurez ici le V2 qui va donner un bêta 2, vous aurez gamma facteur de 1 moins bêta 2, et ça fait 1, il ne restera plus que ça au carré, ça au carré. Il suffit de le faire. Voilà. Cette relation-là est vraie. Maintenant, je vais la dériver par rapport au temps. Vous allez voir que ça va faire intervenir la force qui est ici. C'est pour ça que j'ai fait ça. Si je dérive ça par rapport au temps, qu'est-ce que ça fait? Alors, ça va transformer ça, mais si je dérive le terme qui est ici par rapport au temps. Ça fait 2P dP sur dt. Alors ça, encore une fois, d'accord, ça, on va transformer ce terme-là, c'est vrai, mais en dérivant membre à membre l'égalité qui est ici, comment va se transformer celle-là? La dérivée de ça, ça donne quoi? Ça fait 0. Non, ça ne fait pas une constante. Ça fait 0 du coup. Ça, c'est constant, donc ça fait 0 ici, effectivement. Donc la dérivée de la norme du quadrivecteur, la dérivée temporelle fait 0. Et effectivement, ça, si je le dérive par rapport au temps, je vais le faire doucement. Ça fait P fois dP sur dt, plus dP sur dt scalaire P, où là c'est des produits scalaires entre quadrivecteurs, ça fait 0. Le produit scalaire entre des quadrivecteurs ne dépend pas de l'ordre dans lequel on fait le produit, donc ça c'est la même chose que ça veut dire que 2 fois P dP sur dt ça fait 0, et donc on a que P fois dP sur dt est égal à 0. Je vais laisser le facteur 2 juste pour rigoler, parce qu'il y en a dans le calcul. Monsieur, donc oui. Le P scalaire P, c'est invariant et conservé en fait. Oui, lui il est carrément effectivement conservé et invariant. Ouais. La totale. Quand on a ça, bah le dP sur dt qui est ici, on en avait une expression tout à l'heure, je l'ai écrite. Je l'avais écrite et je l'ai effacée, je vais en mettre ici. Vous vous rappelez que F, c'était gamma fois dP sur dt. Donc, il y avait cette relation entre le quadrivecteur force et la dérivée du quadrivecteur quantité par rapport au temps. Donc lui, là, ça c'est 1 sur gamma fois F. Donc si P scalaire ça fait 0, ça vous dit que P scalaire F est égal à 0. Ces deux quadrivecteurs, ici, force et quantité de mouvement, sont orthogonaux au sens des quadrivecteurs. Bon, bah, si là-dedans je mets les expressions du quadrivecteur force qui est écrit ici, par exemple, on va voir tout de suite que ça va donner quelque chose d'intéressant. P, par exemple, s'écrit gamma MC, gamma MV,
scalaire. Et ici, je vais mettre le quadrivecteur force. Dans l'expression qui est ici, j'ai employé la première forme du quadrivecteur P, celle-là. Je vais écrire les deux. Je vais carrément les réécrire ici. Non, mais comme ça, on les a sous les yeux toutes les deux. Et c'est aussi égal à E sur C. Et la composante qui est ici, c'est P, cette formule-là. Voilà, je vais l'écrire sous cette formule-là. Dans le premier terme qui est ici, j'ai employé la première forme. Et dans la deuxième, ici, je vais mettre gamma dP sur dt, mais en prenant la deuxième. Donc ici, j'ai gamma d sur dt de E sur C. Oui. Et puis ici, gamma d sur dt de P. Du vecteur P. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. La dernière fois, on a fait pareil, mais pourquoi est-ce qu'on ne dérive pas le gamma? Je pense que j'ai compris. Oui, alors. Tu veux dériver lequel de gamma? Non, vous avez raison. Le truc jaune qui est ici, là, c'est ça. Donc c'est gamma, c'est pas la dérivée de gamma, c'est gamma fois la dérivée de P par rapport au temps. Ce que j'ai fait ici, hein, le truc jaune, c'est que j'ai simplement, le gamma, je l'ai mis, je l'ai reporté, il est là, voilà. Et j'ai écrit les deux composantes, spatiale et temporelle, de ce vecteur-là, dp sur dt, c'est-à-dire que j'ai dérivé les deux composantes qui sont là par rapport au temps, et je les ai reportées là-haut. Donc ça, là, c'est la dérivée de ça par rapport au temps, et puis ensuite multiplié par le gamma. C'est juste ça. Et du coup, une fois qu'on a admis ça, ça doit faire 0, parce que c'est l'expression de laquelle on est parti ici. Et du coup, après, pour la suite, c'est vraiment vite vu. Ça fait quoi le produit vectoriel, le produit scalaire de ces deux quadrivecteurs? Vous vous souvenez comment on fait les produits scalaires? On prend les deux duos temporels, on les multiplie, on fait ça fois ça, moins ça fois ça. C'est ça le produit des quadrivecteurs. Ben c'est parti, ça fois ça fait gamma 2 mc d sur dt de E sur C, moins gamma fois gamma, c'est-à-dire gamma 2, m v dp sur dt est égal à 0. Là-dedans, les gamma 2 s'en vont. Je divise tout par gamma 2. Voilà. Ici, le C s'en va avec le C qui est là. Les masses s'en vont aussi. Il ne reste vraiment pas grand-chose. Il reste dE sur dt est égal à, et attention ici, ça, c'est ce que j'ai appelé F tout à l'heure. Je vous ai dit, attention, on va définir la force de cette manière-là. Donc, le vecteur force, c'est dp sur dt, c'est V. Et donc, ça, c'est simplement donné par F scalaire V. Et ça voilà. Ça, c'est un produit scalaire entre des vrais vecteurs du coup. Tout à fait. Et ça, normalement, ça va faire tilt. Dans l'expression qui est ici, c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré. Ça, là, c'est la puissance associée à la force. F scalaire, le déplacement, ça serait le travail. La vitesse ici, c'est un déplacement divisé par un temps. Donc ça, c'est le travail qui est exercé par unité de temps, ce qu'on appelle une puissance. Ça, effectivement, c'est la puissance exercée par la force. Et je vais le noter P comme ça, un P rond, c'est F scalaire V. Donc ça vous dit, cette expression ici, que la dérivée de l'énergie du système par rapport au temps, c'est la puissance c'est effectivement la puissance de la force. Donc c'est vraiment c'est une équation de conservation de l'énergie. Ça veut dire que l'énergie qui est gagnée ou perdue, elle l'est par échange de travail de la force F qu'on a considérée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle P. Et du coup, et après je vous laisse respirer 2 secondes, une fois qu'on a cette égalité-là, on peut réécrire le quadrivecteur F puisque le quadrivecteur F, j'ai dit qu'ici c'était gamma fois F, et là-haut c'était gamma fois la dérivée de E sur C par rapport au temps.
Et là, ce que je suis en train de dire, c'est que dE sur dt, c'est P. Donc le terme qui est ici, là, lui, on peut le réécrire en fonction de la puissance. Et ça fait gamma P sur C. Et gamma fois F. Voilà les composantes de la quadriforce. Vous avez ici quadrivecteur force. Vous avez ici la composante temporelle, gamma fois la puissance sur C, et la composante spatiale qui est gamma fois la force. Je vous laisse 1 minute ou deux là, pour arriver au bout, digérer, puis poser des questions éventuellement si vous en avez. Donc là bon, je suis allé un petit peu vite sur le calcul, mais cette relation-là, elle vient finalement simplement du fait que la norme, le point de départ, c'était ce que j'avais écrit ici, que la norme de quadrivecteur quantité de mouvement au carré est constante. On a fait tout un calcul et on en est arrivé à ça. Donc vous voyez que cette conservation d'énergie là est vraiment ancrée profondément dans les objets mathématiques qu'on manipule ici. Parce que la quadriquantité de mouvement est un quadrivecteur, alors l'énergie est conservée de cette manière-là. C'est vraiment la puissance de la force qui vous détermine comment varie l'énergie du système. Donc ça s'appelle théorème de l'énergie cinétique. Là, vous ne voyez pas trop l'énergie cinétique, j'ai écrit E, l'énergie totale. Donc ça, c'est simplement parce que E, l'énergie totale, on l'écrit souvent comme T plus l'énergie de masse, mc carré. L'énergie totale, c'est T, l'énergie cinétique, plus mc2, l'énergie de masse. Et la dérivée par rapport au temps de ça, c'est aussi la dérivée par rapport au temps de ça, puisque ça, c'est une constante. Donc ici, ça, c'est aussi la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique. Ça diffère que d'une constante par rapport à l'énergie totale. Et c'est ça qu'en mécanique classique, vous avez appelé le théorème de l'énergie cinétique. C'est encore le cas ici en relativité. Alors on peut aussi voir ça dans l'autre sens en fait. Le calcul qui est ici. On peut calculer. Donc ici c'est une remarque, hein, c'est pas la suite. Maintenant c'est juste, je repars d'un autre point. Si on s'était amusé à calculer F scalaire V. Donc voilà cette quantité-là, parce qu'on se dit, bah, tiens, en mécanique classique, F scalaire V, ça donne la puissance d'une force. Calculons ce que vaut ce truc. Bon, bah, on aurait écrit, je vous rappelle que F, ici, je l'ai défini comme dP sur dt, fois V. Je vous rappelle que le P qui est ici, c'est gamma fois mV. Ça fait D de gamma mV sur dt scalaire V. Là, je remplace juste P par ce que ça vaut, un vecteur P donné par ça. Ça, je vais développer ici la dérivée d'un produit. On a gamma et on a V qui interviennent, qui peuvent éventuellement tous deux dépendre de l'état de mouvement, donc du temps. Et ça fait d gamma sur dt fois m fois v carré, plus gamma m dv sur dt scalaire v. On va ressortir ici l'expression qu'on a calculée pour d gamma sur dt. Je vous l'ai déjà calculé, là, vous l'avez encore sous les yeux, enfin ou sur la page probablement. Ça fait gamma 3 sur C2 A scalaire V, sauf erreur de ma part. C'est ça? Okay. Plus, lui, ça fait gamma m v dv sur dt. Le A qui est ici, je vais le mettre sous la forme dv sur dt aussi, hein, parce que je veux que ça soit la même chose des deux côtés. Donc, je l'avais noté A tout à l'heure, mais c'est la dérivée de v par rapport au temps. Et en fait, on voit que les termes ici se ressemblent pas mal, et sauf que je peux mettre en facteur, je peux mettre m, je peux mettre dv sur dt, scalaire v, en facteur. Et il reste pas grand chose, hein, il reste 1 plus, je vais mettre gamma aussi, ici, donc j'ai mis gamma en facteur, il reste gamma 2, V2 sur C2, plus 1, et là j'étais en train de commencer à pleurer dans ma tête, mais là c'est bon. V2 sur C2, ça fait quoi ça? Comment on l'a noté plus simplement avant? C'était bêta 2, je le fais en direct. Voilà. Gamma 2, bêta 2, ça vous dit quelque chose ça? Deux fois on l'a utilisé, ouais. Gamma 2 moins 1. Donc ça effectivement on l'a fait plusieurs fois, donc je ne le refais pas, hein, vous reprendrez dans les cours avant, mais on a montré déjà que c'était gamma 2 moins 1, ce truc là. Et donc avec le plus 1 ici, le moins 1 s'en va, et ça fait simplement
Ça fait simplement quoi? Gamma 2, gamma 3 du coup, M, gamma 3, D, V sur dt, scalaire V. Si vous avez une mémoire un tout petit peu plus performante que celle d'un poisson rouge, le dernier terme, là, il devrait vous dire quelque chose. Ça, là. Gamma 3, V fois dV sur dt. Ça a l'air compliqué, ça l'est. C'est pas beau. Vas-y. On a montré, hein, c'est le truc qu'on a, je vous ai demandé de montrer pour la pluche, là, d gamma sur dt, c'était 1 sur c2 fois tout ça. Donc ça, c'est effectivement donné par ça. Du coup, le terme qu'on est en train de calculer, là, f scalaire v, donc c'est simplement donné. Du coup, ça réagit simplement, parce que là, c'est vraiment simple. C'est ça fois m, c'est-à-dire c'est mc2, d gamma sur dt, ce qui s'écrit aussi d sur dt de gamma mc2. Et je vais l'encadrer parce que c'est une relation qui est importante. Ça, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Je vous laisse encore une fois quelques 30 secondes pour regarder là ce qui s'est passé, et puis je le discute juste après. Ce calcul-là, il est important parce que, enfin, ce résultat-là peut précisément être important parce qu'il montre que si on s'amuse à calculer f scalaire v en se disant, bah, tiens, c'est la puissance qui est, au sens classique d'habitude, c'est la puissance apportée au système par la force F, et bien on voit que cette puissance s'écrit comme la dérivée par rapport au temps d'une grandeur qu'on a envie du coup de définir comme l'énergie. Si on a envie que l'énergie ça soit défini comme quelque chose qui est conservé et qui est échangé entre les corps, ben, si la puissance est donnée par ça, ça veut dire que nécessairement la quantité qui est ici, ça c'est l'énergie du système. Et donc en fait on aurait pu ne pas définir l'énergie comme je l'ai fait dans la partie quadri-quantité de mouvement, à dire que c'était lié à la partie temporelle du quadrivecteur quantité de mouvement, mais le faire à ce moment-là. Et dire, ben voilà, j'introduis un quadrivecteur force, j'introduis la force F qui est dp sur dt, je fais ce calcul-là, et je vois que comme ça c'est égal à ça, le truc naturel ici à introduire, c'est de dire que l'énergie c'est tout ça. L'énergie totale c'est tout ça, parce que c'est ça qui se conserve, ou c'est ça qui est échangé sous l'action d'une force. Donc c'est une autre manière de le voir, hein. Qu'on définisse l'énergie d'une manière ou d'une autre, l'important c'est que ça soit cohérent et qu'on trouve effectivement qu'on ait deux définitions identiques dans le même cas. Moi j'ai préféré le faire autrement, ça me semblait plus naturel d'introduire l'énergie dès qu'on a introduit la quadri-quantité de mouvement, on aurait pu aussi le faire ici. Et en tout cas, le truc important, c'est que quel que soit le sens dans lequel on le prenne, voilà, on a une relation importante ici entre la puissance échangée par la force et puis la variation de l'énergie du système. C'est précisément la relation à laquelle on s'attendait de toute façon. Alors, ça c'était probablement un petit peu abstrait, mais je tenais quand même à vous en parler. On va revenir maintenant sur quelque chose de concret, peut-être le premier truc que vous auriez eu envie de faire. Je vous ai dit, on a une quadriforce. J'ai introduit un quadrivecteur force F souligné là. Ben, si c'est un quadrivecteur, ça veut dire que ça se transforme d'une manière très précise sous les transformations de Lorentz, et on va étudier les conséquences de ça. Voir comment la force se transforme quand on passe d'un référentiel à un autre. Transformation de la quadriforce. Je vous rappelle que F, c'est donné par... c'est encore écrit là-bas, non? Gamma P sur C, et puis gamma F. Je vais être hyper sympa avec vous, parce que je vais vous demander un truc, mais je vous mâche un petit peu le travail. Je mets les trois composantes ici de S. Donc c'est un objet à 4 composantes, donc voici les composantes. Question. Je change de référentiel, donc j'étais dans un référentiel R et la quadriforce est écrite comme ça. Je passe dans un autre référentiel qui se déplace à vitesse constante selon l'axe X. Je vais continuer à prendre ça à la vitesse V. Écrivez vraiment les 4 composantes ici, la composante temporelle, la composante selon X, selon Y, selon Z. Sachant que, comme c'est un quadrivecteur, en fait ça se transforme par la transformation de Lorentz. Il faut prendre la matrice de Lorentz.
multiplier ce quadrivecteur ici à gauche par la matrice de Lorentz. Matrice 4, 4 fois un vecteur 4, 1, boum, ça donne un autre vecteur 4, 1. S'il est un peu plus large ici, c'est juste que, voilà, il faut laisser la place parce que ça va être un petit peu plus long à écrire que ça. Mais ici, c'est un quadrivecteur qu'on attend. Allez, à la limite, quelqu'un va venir le faire au tableau. Est-ce que vous voulez que j'écrive la matrice Vas-y, explique-nous. Du coup, il faut le multiplier par la matrice. Du coup, Mais là, le gamma, c'est le. Pourquoi est-ce que le gamma de la transformation, c'est le même que Ah. le gamma de la Ah partie? oui, tout à fait. Donc dans l'idée, c'est bien ça qu'il fallait multiplier par ça. Donc effectivement, attention au bémol. Donc le gamma qui est ici se réfère à la vitesse de la particule, alors que le gamma qui est là-dedans, ça se réfère au changement de coordonnées qu'on est en train de faire, au changement de référentiel. Je vais lui mettre un petit C ici pour dire que c'est changement de référentiel. Toutes les grandeurs qui sont là-dedans, voilà, je leur mets un petit indice pour dire attention, ça c'est celle du changement de référentiel. Donc du coup là-dedans, c'est pas des gamma et gamma 2, mais c'est gamma et gamma C. Ici c'est gamma, gamma C et bêta C. Ici c'est gamma, gamma C, bêta C. Et ici c'est gamma, gamma C. Ça change pas et ça change pas. Ça va pour tout le monde du coup? Donc voilà effectivement la manière dont sont modifiées les forces dans en relativité restreinte, comment échanger le quadrivecteur force. Et ça, on aurait aussi envie de l'écrire du coup. Hein. Je vais rajouter juste une ligne ici. Ça, le gars qui est dans le référentiel R', ça il est écrit comme gamma prime P' sur C. Ça il est écrit comme gamma prime F', ça il est écrit comme gamma prime F', Y. Et ça il est écrit comme gamma prime F', Z. Ce que j'ai rajouté ici, hein, c'est simplement cette écriture-là avec les primes. Voilà, la personne qui est dans le référentiel prime va écrire la définition de F ici avec ses grandeurs à elle, donc avec les grandeurs primées. Et la transformation de Lorentz nous relie en fait les quantités primées aux quantités non primées. Alors ça devrait vous étonner un petit peu, hein, parce qu'en physique classique, les forces, elles ne sont pas modifiées par un champ référentiel. Quand vous étudiez un corps en orbite autour de la Terre, par exemple, vous dire que le corps il subit l'attraction gravitationnelle, si on se met dans le référentiel héliocentrique, par exemple, et qu'on regarde la Terre tourner autour du Soleil, ben on se dit la Terre en train de tourner autour du Soleil est soumise à une force en 1 sur R carré, voilà. Si vous faites l'étude maintenant en vous plaçant dans le référentiel de la Terre, on peut le faire, hein. Vous avez étudié les référentiels non galiléens, probablement on l'a fait l'an dernier, la force à laquelle était soumise le corps, c'était encore la même qu'avant, hein. C'était la force de gravitation en 1 sur R carré. On ajoutait ensuite la force centrifuge, il y a les forces de Coriolis, il y a un tas de trucs, mais la force de gravitation elle-même n'était pas modifiée. Ça ne tient pas en relativité restreinte. La force doit effectivement forcément être modifiée. On va en voir un exemple de ça tout de suite, un exemple explicite. Vous allez voir tout de suite effectivement que c'est forcément le cas. Et l'exemple, c'est le suivant. On va considérer deux charges qui se repoussent. Elles sont le long d'un axe Y. Là, j'ai une charge, première charge. On a une deuxième ici, qui sont séparées par une distance petit d. Donc c'est les mêmes, elles ont le même signe, donc elles se repoussent. Et je vais considérer que ces charges se déplacent à la vitesse v. Dans le référentiel R dans lequel je me trouve, ces deux charges sont en train de se déplacer à la même vitesse suivant la direction ici x. Voilà. Donc vous voyez la situation, hein. Donc, si je le dessine, si je le représente ici, l'axe x est par là-bas, on a deux charges électriques qui se repoussent et elles sont en train de bouger dans cette direction-là à vitesse constante. La force, donc si je commence par me placer dans le référentiel dans lequel les charges sont immobiles, donc elles se déplacent comme ça, de mon point de vue à moi, là, qui suis en train de les tenir, pour moi elles sont immobiles, hein, les charges, dans mon référentiel. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la force qui s'exerce entre ces deux charges dans le référentiel en mouvement? Donc, dans mon référentiel à moi, je vais arrêter de bouger. Moi, ce que je vois, c'est ça. Je mets une charge qui est là, une charge qui est là.
Vous avez déjà écrit ça, la force entre deux charges immobiles, c'est la force électrostatique. Qu'est-ce que vous avez écrit en cours? Q carré, 4pi epsilon 0, d carré. Et il y a un vecteur U. Alors ici, je vais prendre la force que subit celle du bas, par exemple. Ça va être ça le système qui m'intéresse. Voilà. Cette particule-là, elle subit une force du coup qui va vers le bas. Ça fait moins U ici. Et c'est moins UY. Elle va dans cette direction-là, la force. D'accord? Et je vais mettre ici, alors attention, ça je vais l'appeler F', parce que ça c'est la force qui est ressentie dans le référentiel en mouvement, dans lequel les deux charges sont effectivement en repos l'une par rapport à l'autre. Maintenant, je vais transformer cette force-là pour la représenter, pour l'exprimer dans le référentiel dans lequel je les vois bouger, donc dans le référentiel de la pièce où on voit les deux charges, et on va voir que la force qui s'exerce entre les deux charges n'est pas la même que celle-là, n'est pas celle-ci. Et on va voir qu'on en a une explication physique en plus. Avant même qu'on fasse le calcul, est-ce que quelqu'un a l'intuition, est-ce que quelqu'un voit pourquoi dans le référentiel où je vois les particules bouger, les forces qui s'exercent entre elles ne sont pas les mêmes que quand elles sont immobiles? L'application de la force, c'est pas instantané. Oui, c'est une excellente remarque. J'essaye de réfléchir très vite dans ma tête pour voir comment ça se raccroche à ce que je veux vous dire. Donc c'est vrai, ça va intervenir effectivement sur la force qui est ici. C'est pas ça que je voulais vous dire, mais c'est relié d'une manière très indirecte. C'est une bonne remarque, effectivement. Gardez dans un coin de la tête. Il y a une raison qui vous sera plus facilement compréhensible en fait. Bon bah ok, on garde la question, on fait le calcul et puis on en reparle juste après. Et ça sera probablement le dernier truc qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on a tout ce qu'il faut au tableau, sauf que, alors attention ici, ce que j'ai écrit, c'est les coordonnées F' en fonction de celles de F sans les primes. Donc ce qui serait facile ici, c'est si j'avais les forces dans un référentiel R, de trouver celles dans un référentiel R'. Grâce à ça, moi ce que j'aurais, c'est plutôt l'inverse. Je connais celle-là, ici, et je voudrais celle-ci. Donc ça semble un petit peu difficile à inverser. Est-ce que vous vous souvenez comment on fait ça? Quand on a la relation prime en fonction de pas prime, comment on peut avoir la relation inverse? Comment je peux écrire ici F? Comment je peux écrire? Gamma PC, gamma Fx, gamma Fy, gamma Fz en fonction des quantités primes. Oui, on change le signe de quoi? Le bêta C. De bêta, effectivement, il suffit de changer le signe de bêta. Si pour passer de R à R', je vais à la vitesse bêta dans une certaine direction, pour passer de R' à R, je vais à la vitesse moins bêta dans la même direction. Il suffit de changer bêta en moins bêta. Et donc effectivement, ici, je peux avoir directement les expressions ici, gamma C, avec des primes, P' sur C, moins gamma prime, gamma C, bêta C, sauf que le moins devient un plus pour la raison que je viens d'évoquer. Gamma Fx est égal à gamma prime, gamma C, bêta C, P sur C, moins, et j'ai un moins ici, le moins devient un plus, parce que j'ai changé le signe de bêta, plus gamma prime, gamma C, j'ai un prime ici, et ici c'est F'X. Ça c'est gamma prime F'Y, et ça c'est gamma prime F'Z. Ce que j'ai fait ici, j'ai simplement réécrit ça en intervertissant les quantités primées et non primées et en changeant le signe de bêta. C'est-à-dire en changeant le signe qui est ici et le signe qui est là. Par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, la contraction des longueurs et la dilatation du temps, là on n'interviendra plus puisque notre déplacement se fait perpendiculairement. Tout à fait. La distance D ici n'est pas modifiée par la contraction des longueurs parce que c'est une longueur transverse. Tout à fait. Bah, du coup, je ne comprends pas comment c'était la force pour un mouvement. Peut être différente. Hein. Ouais, très bien. Normalement, ça ira mieux dans 5 minutes. Je vous rappelle que le référentiel R' que j'ai considéré, c'était celui qui suivait les particules dans leur mouvement ici. Dites-moi un truc intelligent sur certaines des grandeurs qui sont là-dedans.
gamma prime c'est 1. Ouais. Effectivement, gamma prime, ça vaut 1. Gamma prime, c'est le gamma dans le référentiel R'. Les particules dans ce référentiel sont immobiles et j'ai choisi R' comme ça. Donc la vitesse est nulle, donc si la vitesse est nulle, gamma prime vaut 1. Je vais le faire directement ici, je vais les enlever. Lui il vaut 1, lui il vaut 1, lui aussi, lui aussi, lui aussi, et lui aussi. Bon. On peut aussi faire une autre simplification. Je ne vais pas la pousser trop loin non plus parce que tous les termes ne m'intéressent pas pour ce que je veux vous dire ici, mais la vitesse, ici la vitesse du... Vas-y. Le référentiel R' c'est celui qui bouge. Oui. Et le R c'est Oui, c'est ça. Donc là, j'avais une situation dans laquelle les particules bougeaient. J'ai commencé par les suivre, parce que quand elles sont au repos, je sais faire de l'électrostatique. Donc je connaissais la force qui est là. Et je passe maintenant dans le référentiel du départ, qui est immobile, entre guillemets, c'est-à-dire dans lequel les particules se déplacent. La simplification qu'il y aurait ici aussi, c'est qu'on a un rapport entre le gamma et le gamma C. Le gamma C ici, c'est le gamma dans lequel on met la vitesse d'un référentiel par rapport à l'autre. Ici, c'est V. Le gamma, c'est la vitesse de la particule dans le référentiel. Ici, c'est V aussi, puisque les particules se déplacent à la vitesse V, et puis le référentiel aussi. Donc en fait, le gamma et le gamma C, là-dedans, ça serait la même chose. Donc il y a pas mal de choses qui éventuellement se simplifieraient si on voulait étudier cette expression-là et celle-là. Quelles sont les composantes de F' qui sont nulles? F', c'est le vecteur qui est ici, il est très spécial, hein, il n'a pas des composantes dans tous les sens. Il est nul suivant Z. Il est nul suivant Z, donc ça fait 0. Très bien. Et quoi d'autre? Et selon X, il n'a pas de composante suivant X non plus, hein. Il est tout suivant Y, lui. Hein. Donc ça fait 0 aussi. Ça fait 0 aussi. Voilà. Ça commence à devenir un petit peu zen. Hein. Vas-y. Il y a un truc que j'ai pas compris, Oui. c'est lequel qui bouge? C'est R, ouais. C'est R'. R' qui suit les particules dans leur mouvement. Mais alors pourquoi gamma prime ça fait R'? Parce que gamma prime, c'est la vitesse des particules dans ce référentiel en mouvement. Et les particules, elles sont immobiles là-dedans, justement. C'est le référentiel qui est en train de les suivre. Alors, je m'intéresse à ça, là. C'est juste celle-là qui va m'intéresser. Fy, c'est égal à 1 sur gamma, F'y. Ça, je vais le réécrire au-dessus ici, et je vais l'expliciter. Je vais expliciter ce que donne cette expression. Fy est égal à 1 sur gamma, F'y. 1 sur gamma, c'est racine de 1 moins V2 sur C2, soit F'y. Voilà comment la force dans le référentiel R est reliée à la force dans le référentiel R'. Donc elles sont effectivement différentes. Elles diffèrent d'un facteur 1 sur gamma qui est ici. Ça ne répond pas à la question de pourquoi hein, que je pose depuis tout à l'heure. Donc là vous êtes super impatient, vous n'en pouvez plus. Attendez juste encore 2 minutes. Aux faibles vitesses, si V sur C est très petit devant 1, on va voir qu'en fait on comprend du coup ce qui se passe. Si V sur C est très petit devant 1, Fy est donné par est à peu près égal à, je fais un développement limité de 1 moins V2 sur C2. Attention, vous allez faire un développement limité de 1 moins V2 sur C2, plus précisément de racine de 1 moins V2 sur C2 quand V sur C est petit. Là, sur la musique de western. Harmonica, une mouche qui vole, un buisson qui roule dans la pièce. Un demi de V2 ici. Non. Je commence par un demi là? Non, un moins. Un demi de V2. Pof! Au premier ordre, ça donne ça, j'enlève effectivement les termes en plus, et donc ça donne F'Y que je vais réécrire, c'est lui. Q2 sur 4pi epsilon 0 d carré fois uy moins 1 demi de V2 sur 4pi epsilon 0 c carré B2 uy
Et attention, il y avait un signe, j'avais un signe ici, je le remets ici, ça fait Il manque un Q aussi. Pardon? Il manque un Q. Et il manque un Q carré ici. Merci. Ça, c'est le terme auquel on s'attendrait naïvement, c'est la force, ça ressemble à une force d'interaction électrostatique entre deux particules, séparées d'une distance d, ce qui est le cas dans le référentiel R. C'est ce terme-là qui se rajoute. Qu'est-ce qu'il fait en fait, lui? C'est un terme qui est vers le haut, c'est un terme qui est par là-bas, c'est une sorte d'attraction entre les deux, finalement. D'où est-ce que ça vient, ça? Il faut le temps que l'information arrive à l'autre particule. Alors, c'est l'explication qui a été donnée tout à l'heure, enfin qui a été proposée. Donc, effectivement, ça va être lié à ça, mais c'est lié d'une manière tordue. Disons que vous en connaissez un nom beaucoup plus simple de cet effet dont tu parles ici, et vous ne savez probablement pas que c'est relié à ça. Cet effet s'appelle le champ magnétique. On va voir la prochaine fois la relation. On va voir. Ce qu'on va faire la prochaine fois, pourquoi je vous dis que c'est un truc de fou la prochaine fois, ce qu'on va voir la prochaine fois, c'est que si on comprend ça pour des particules au repos, dès qu'elles bougent et qu'on fait de la relativité, on va immédiatement comprendre qu'il y a un champ magnétique nécessairement. En fait, on va découvrir le champ magnétique, on va voir que le champ magnétique est nécessairement là. La présence de champ magnétique découle de celle du champ électrique. On verra ça la prochaine fois. Les deux sont intimement liés. Ici, quand on se place dans cette situation physique ici, on a deux particules qui se déplacent. La particule qui est en haut, là, elle est responsable d'un courant. Une particule qui se déplace, ça fait un courant. C'est Q fois V, la densité de courant ici. Donc ici, vous avez un courant qui va par là-bas. Qui dit courant, dit champ magnétique. Faisons les choses bien. Si la charge électrique ici est positive, QV, et donc par là-bas, le courant ici créé par le déplacement de la charge, il est par là-bas. Le champ magnétique, je vous rappelle la règle de la main droite, on met le pouce suivant J et le dauphin, voilà, le dauphin qui plonge, donne la direction de B. Donc ça veut dire qu'ici, B, il est par là-bas. À ce niveau-là, on a un champ magnétique qui pointe vers l'arrière du tableau comme ça. Ça, c'est le champ magnétique qui est dû au déplacement de cette particule-là. Donc on a ici un champ magnétique qui est par là-bas. Champ magnétique, particule en mouvement dans un champ magnétique, ça subit une force magnétique. La force, c'est QV vectoriel B. Vous vous rappelez de ça? V, ici, est par là-bas, Q est positif, donc QV est par là-bas. Vectoriel V, vectoriel B, stop, règle de la main droite, le pouce suivant le premier vecteur, QV, le deuxième suivant B, stop, ça fait une force qui va par là-bas. Donc effectivement, la force magnétique, ici, elle est dirigée vers le haut, c'est elle. Ça, là, avec lui, ça, c'est l'influence du terme magnétique dans le référentiel R. Il n'était pas présent dans le référentiel R', parce que les charges étaient immobiles. Quand elles se déplacent, ça donne un champ magnétique, et donc ça contribue à la force, et effectivement, ça se rajoute à la composante purement électrostatique, et dans le référentiel R, on s'attend effectivement, si on réfléchit vraiment jusqu'au bout de manière correcte en électromagnétisme, on s'attendait de toute façon à ce que la force dans le référentiel R soit plus petite que celle dans le référentiel R', à cause de cet effet magnétique. Alors, je voudrais prendre le temps de terminer par quelques remarques sur la force, et en particulier le rapport entre la force et l'accélération qui découle des considérations précédentes. J'ai d'ailleurs changé de chemise pour l'occasion, c'est un moment solennel et important. On a défini, dans ce qui précède, la force comme la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Donc, dans un référentiel donné, c'est quelque chose qu'on peut effectivement mesurer, où on définit P égale à gamma M V, donc ça c'est la composante spatiale du quadrivecteur quantité de mouvement. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut mesurer expérimentalement. Une fois qu'on connaît la vitesse, quelque chose qu'on peut vraiment mesurer, c'est lié au déplacement par unité de temps. La masse, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on peut mesurer aussi pour le système. Gamma c'est lié à la vitesse. Et voilà, on peut savoir comment cette quantité évolue au cours du temps, et c'est ça qu'on peut appeler la force. On peut du coup formellement développer la dérivée qui est ici et écrire que quand on dérive ça par rapport au temps, on va avoir deux termes. On a ça qui dépend éventuellement du temps et ça aussi. Donc on se retrouve avec un d gamma sur dt fois mv plus gamma m fois a, où a ici, je vous rappelle, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc
on avait défini l'accélération de cette manière-là. C'est aussi quelque chose qui est parfaitement mesurable dans un référentiel donné. On regarde comment la vitesse évolue au cours du temps. Et voilà, on a cette relation ici entre la force et la vitesse et l'accélération. Et c'est des conséquences de cette relation-là que je voudrais parler un petit peu maintenant. Première remarque qu'on peut faire à propos de la relation qui est ici, c'est qu'on voit d'une part que la force n'est pas nécessairement collinéaire à l'accélération. La force a une composante collinéaire à l'accélération, mais aussi éventuellement une composante collinéaire à la vitesse. Et la vitesse n'a pas de raison a priori d'être collinéaire à l'accélération. Donc ce vecteur-là et ce vecteur-là ne sont pas nécessairement collinéaires l'un à l'autre. Dans certaines situations, ils le sont, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et donc il y aura des cas où ça ne l'est pas. Et du coup, la force F ici n'est pas collinéaire à l'accélération. Donc la force ici, bien qu'étant définie d'une manière assez naturelle ici, dans un référentiel, dans le référentiel d'études, cette force a un effet sur les objets qui n'est pas celui qu'on attendrait intuitivement, c'est-à-dire que ça n'accélère pas nécessairement les corps dans la direction de la force. On peut appliquer une force dans une direction donnée et avoir une accélération dans une autre direction donnée, la différence étant donnée par ce terme-là. Donc ça, c'est le premier point. Le second point que je veux discuter ici, c'est deux cas particuliers de ça. Tout d'abord, si la norme de la vitesse est constante. Donc imaginons une situation dans laquelle la vitesse peut éventuellement changer de direction, mais pas de norme. Par exemple, un exemple que je connaissais, c'est un objet qu'on fait tourner autour d'une fronde qui fait tourner un objet comme ça sur un cercle de rayon donné, à vitesse constante. Imaginons que la vitesse de rotation soit constante. À ce moment-là, la norme de la vitesse est constante. Si la norme de la vitesse est constante, ça veut dire que gamma, le facteur de Lorentz, qui est donné par 1 moins V2 sur C2 avec une racine carrée et un inverse, est à ce moment-là constant aussi. Et donc la dérivée de gamma par rapport au temps est nulle. D gamma sur dt est nul puisque gamma est constante, car V est constant. Donc le terme qui est ici est nul, et dans ce cas-là, on obtient que F est égal à gamma fois m fois a. Donc dans cette situation-là, la force est effectivement collinéaire à l'accélération, et on a ici une expression qui ressemble un petit peu à F égale m1, mais avec un facteur gamma en plus. Je vais y revenir dans 2 minutes. Le deuxième cas particulier que je veux aborder ici, c'est le cas où V est collinéaire à A. Imaginons qu'on soit dans une situation où les deux vecteurs qui sont ici sont collinéaires. Alors, on va simplifier du coup un petit peu, on va voir que cette expression-là prend une forme un petit peu plus simple que celle-là. Et j'écris pour ça que la force c'est d gamma sur dt. Je vais reprendre ici l'expression de d gamma sur dt qu'on a vue plus tôt. On a démontré, c'est la fameuse expression de la peluche, que gamma 3 sur C2 A scalaire V est égal à d gamma sur dt. Donc le terme qui est ici, ce terme-là est égal à ça. Voilà. Donc la force c'est ça fois m fois v plus gamma ma. Du coup ça je vais l'écrire un petit peu différemment, ça fait gamma 3 sur C2, a scalaire v ça fait la norme de a fois la norme de v fois un signe qui dépend du fait que a soit dans le même sens que v ou pas. Et quand on multiplie ça par ça, en fait on peut montrer du coup que ça donne m v carré. V fois V, ça fait V carré fois A. On peut montrer assez facilement cette égalité ici. A scalaire V fois V, si A et V sont collinaires, est donné par cette expression. Plus gamma MA. Dans l'expression qui est ici, je vais mettre gamma MA en facteur. Donc j'obtiens pour ici gamma 2 V2 sur C2, du coup, et plus 1. Je vous rappelle que V2 sur C2, c'est ce qu'on a appelé bêta 2, ce qui précède. Voilà, donc je change directement le tableau. Et je vous rappelle aussi que gamma 2, bêta 2, c'est gamma 2 moins 1. On a utilisé cette identité plusieurs fois. Et donc tout ça, en fait, ça vaut simplement gamma 2. Et on se retrouve avec ici un gamma 3, m fois 1. Dans le cas où la vitesse est collinaire à l'accélération, la force est donnée par cette expression-là. Dans le cas où la norme de la vitesse est constante, la force est donnée par cette expression. Donc on voit que la relation ici entre la force et l'accélération est de toute façon dans tous les cas différente de celle qu'on avait en mécanique classique. On avait en mécanique classique F est égal à ma.
Ici, on a des choses différentes. On a F égale à gamma MA dans ce cas-là, et F égale à gamma 3 MA dans ce cas-là. On se retrouve ici dans deux situations où la force est collinaire à l'accélération, mais on a vu en plus que dans la plupart des, dans le cas le plus général, ce n'était pas le cas, hein, que F n'était même pas collinaire à M. Je vais quand même appuyer sur les relations qui sont ici pour discuter un point, le point de l'inertie, en fait, ce qu'on appelle l'inertie, ce que ça signifie l'inertie. Ça, je vais l'effacer, j'en ai plus besoin. Je vais réécrire la définition de la force qu'on a vue plus haut, sous cette forme-là, gamma mv sur dt, pour discuter le point suivant. Quand on voit cette expression-là, on se dit, on est tenté de se dire, ça ressemble en fait pas mal à l'expression de la mécanique classique, qui serait F, je vais mettre ici, classique, F est égal à d de mv sur dt. Et on se dit, ça ressemble pas mal à ça, si on interprète cette quantité-là comme la masse du système, et si on se dit, en relativité, finalement c'est comme en mécanique classique, mais c'est comme si la masse, au lieu de valeur m, valait gamma m. Et de fait, on trouve dans pas mal de textes, cette quantité-là définie comme la masse relativiste. Voilà, donc c'est une quantité qui augmente avec la vitesse de la particule, plus v est grande, plus gamma est grande, donc plus cette masse est grande. Et du coup, on voit dans certaines approches de la relativité, on voit écrit qu'effectivement la masse de la particule augmente avec la vitesse, et c'est à cause de l'expression qui est ici. Alors, c'est un point de vue qui est pas mal discuté, qui a été beaucoup discuté, qui est plutôt abandonné aujourd'hui. Ça pose quelques problèmes. La masse, on a quand même envie d'une définition de la masse qui soit vraiment représentative qui soit vraiment caractéristique de la particule, indépendamment de son état de mouvement. Et on a vu en particulier la masse, on l'a déjà rencontré plus haut, quand on avait écrit que P scalaire P, la norme du quadrivecteur quantité de mouvement, c'était M2C2. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas, qui est invariant, qui ne dépend pas du référentiel dans lequel on l'écrit, alors que la masse relativiste ici, le gamma dépend du référentiel, donc ça c'est une quantité qui dépend du référentiel. Donc on préfère quand même s'appuyer là-dessus, où ça, dans n'importe quel référentiel, on mesure le quadrivecteur quantité de mouvement de la particule, on fait sa norme au carré, puis paf, on a accès à la masse directement. Et ça, du coup, le m qui est ici, ça on l'appelle la masse au repos. Mais en général, aujourd'hui, dans un contexte moderne, quand on dit la masse de la particule, c'est vraiment à ça qu'on fait allusion, et on n'utilise pas tellement la notion de masse relativiste. Un des problèmes qu'il y a avec la masse relativiste, c'est que quand on regarde les deux cas particuliers ici qu'on a étudiés de la relation entre F, la force et l'accélération, on voit que certes, dans le cas où V est constant, F est bien donné par gamma MA, c'est-à-dire F c'est bien la masse relativiste fois l'accélération A, donc on se dit effectivement ici il suffit de remplacer l'ancien M par maintenant gamma M en relativité, et puis on peut faire de la mécanique comme d'habitude. On voit que c'est pas si simple, et en particulier là, dans le cas où V est parallèle à A, c'est pas le cas. Ce qu'il faudrait mettre ici, c'est un facteur gamma 3 et pas un facteur gamma. Et dans la plupart des autres situations dans lesquelles F n'est pas collinaire à A, de toute façon, aucune de ces grandeurs n'est valable. Donc, ce que ça dit quand même, on peut quand même parler de ce que ça veut dire physiquement qu'on a ici un gamma M ou un gamma 3M au lieu d'un M. La quantité qui est ici, c'est vraiment ce qu'on appelle l'inertie en physique. Ça quantifie l'inertie de la particule. L'inertie, c'est la difficulté qu'on a à la mettre en mouvement. Si l'accélération ici est donnée, vous voyez que dans ce cas-là, la force, cette accélération est donnée par A est égale à 1 sur gamma M fois F. Il faut ici une force qui est d'autant plus grande que gamma est grand. Donc à grande vitesse, quand la particule a une vitesse importante, ce terme-là est important, et donc il faut vraiment fournir une grande force pour lui apporter un tout petit surplus de vitesse, pour l'accélérer d'une manière donnée. Et vous voyez que le facteur entre F et A ici vaut gamma M, là vaut gamma 3M. Donc en ce sens, l'inertie, dans le cas où V est parallèle à A, est beaucoup plus grande à haut gamma que dans le cas où la vitesse ici est constante. Deux cas particuliers qui sont ici montrent que l'inertie du corps, c'est un truc un petit peu complexe quand même. Ça dépend vraiment de la situation dans laquelle on est. Donc, c'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer ici et se dire, voilà, en physique classique, l'inertie est donnée par la masse, et en relativité, c'est donné par la masse relativiste gamma m. C'est beaucoup plus compliqué que ça, la relation entre F et A. Voilà. Ce qu'on a fait ici, c'est des choses qui sont quand même assez subtiles, compliquées.
Et ce n'est pas forcément les choses les plus utiles non plus dans la relativité restreinte pour les gens qui veulent aller plus loin. En particulier, raisonner sur des forces comme ça de manière abstraite, on a une force F et puis on la transforme, etc. C'est en général pas comme ça que c'est fait. En physique, souvent les forces, on en a une expression, on a une théorie qui nous dit d'où viennent les forces. Par exemple, si vous faites de l'électromagnétisme, l'électromagnétisme vous dit, voilà, quand on a un champ E et un champ B, la force, elle s'exprime en fonction de E et de B. Elle vaut QE plus V vectoriel B. On a une forme comme ça, la force de Lorentz, qui vous relie la force au champ électromagnétique. Et donc, le truc vraiment de base qu'il faut décrire à ce moment-là, c'est pas tellement la force, on a l'expression qu'il y a, c'est E et B. Une fois qu'on a compris comment le champ électrique et le champ magnétique se comportent en relativité, on sait comment la force se comporte. Mais on passe plus par l'étude des causes des forces que sur les forces elles-mêmes. Pour la gravitation, c'est pareil. Inclure la force de gravitation dans la relativité restreinte, c'est pas évident du tout. Ça a pris beaucoup de temps à Einstein, du coup, et ça a demandé d'ailleurs qu'il fasse une théorie plus complète qu'était la relativité générale. Ce qu'on fera la prochaine fois, nous, c'est vraiment qu'on s'intéressera à la partie électromagnétisme de ça. Donc on s'arrête ici pour la partie cours, et puis on reprend dans un quart d'heure pour le cours. Parfaitement neuf pour l'occasion. La preuve, c'est suffisamment rare. Je pense que vous n'avez jamais vu ça en fait. Un tampon effaceur neuf.